Le président. Eh bien, bon après-midi à tous. Nous allons donc reprendre cette troisième séance de la journée, du dernier jour de la semaine d'ailleurs, pour notre affaire, et je donne la parole à Maître Knops. Maître Knops. Monsieur le Président, avant la pause, nous parlions de nos arguments portant sur les critères d'examen. On a parlé de cette éventuelle limite qui serait imposée à la Chambre en ce qui concerne l'évaluation de la crédibilité et de la fiabilité. Et maintenant, nous allons passer à notre deuxième point. Donc, nous allons parler des arguments de l'accusation qui sont dans ces écritures. Et l'accusation dit que dans l'affaire Routot, la majorité s'est écartée de ses principes et a effectué une évaluation qualitative des éléments de preuve du fait, et je cite, des circonstances exceptionnelles de l'espèce. Et nous allons rapidement vous montrer deux exemples de ce type. L'accusation, dans tous ces arguments concernant M. Blégaudet, a semblé toujours faire référence à des circonstances exceptionnelles. Et pourtant, l'accusation a concédé que la Chambre devait peser les éléments de preuve de témoin P435. Et en concédant cela, si je puis dire, l'accusation a créé un argument qui sert ses propres intérêts, cet argument de circonstances exceptionnelles. Si on suivait les arguments de l'accusation, d'après nous, le critère pour ce NCTA deviendrait totalement arbitraire. Ce serait en fait un menu, on choisit ce que l'on veut finalement. On choisit uniquement les éléments de preuve qui vont dans le sens d'une thèse et pas d'une autre. Or, nous considérons qu'on ne peut traiter de la sorte des circonstances exceptionnelles. En tout cas, celles qui sont mentionnées dans la décision ne sont certainement pas ce genre de circonstances exceptionnelles. Ensuite, l'accusation semble dire qu'il faut faire une comparaison entre l'affaire Routot et notre affaire, mais c'est parfaitement erroné comme approche. En effet, au paragraphe 41 à 44 de sa réponse, l'accusation fait valoir qu'il y a des choses qui ne doivent pas s'appliquer en l'espèce. Et elle fait valoir donc que l'accusation a dévié de la décision numéro 5 du fait des 6 témoins de l'intérieur dans l'affaire Routot qui ont été déclarés hostiles par la Chambre de première instance et qui ont ainsi pu être contre-interrogés par l'accusation. C'est ce que rappelle l'accusation. D'après l'accusation, ce serait totalement différent de l'espèce. Mais voici notre réponse. Comparer l'affaire de M. Blégaudet uniquement en se basant sur ce concept de soi-disant témoin hostile n'est pas une approche correcte. Comme l'accusation le sait, en l'espèce, la Chambre a décidé d'adopter une autre procédure qui ne suivait pas la pratique habituelle en common law. C'est-à-dire où il y a un interrogatoire principal fait par l'accusation et ensuite un contre-interrogatoire de la défense. Il n'est pas donc surprenant que la procédure par laquelle on peut déclarer un témoin hostile, dans l'affaire Blégaudet, par exemple, a été retirée
des directives sur la conduite de la procédure. Donc l'accusation ne peut pas rappeler, parce que ça l'arrange, que dans Routot, si des témoins de l'intérieur ont été déclarés hostiles. D'après nous, cela donne l'illusion que dans l'affaire Blé Goudet, le témoignage de ces personnes en prétoire reflèterait leur déclaration antérieure. Mais la réalité des choses, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Comme la Chambre le sait bien, la plupart des témoins de l'intérieur ont souvent été présentés, on leur a souvent présenté leur déclaration antérieure, c'est l'accusation qui l'a fait. Et pourquoi l'accusation a-t-elle décidé de leur présenter leur déclaration antérieure? Uniquement parce que ils ne disaient plus la même chose. Et cette confrontation avec les déclarations antérieures pourrait être considérée comme le contre-interrogatoire de l'accusation. Donc, comme si l'accusation avait contre-interrogé ses propres témoins, mais cela ne pourrait se faire que si la Chambre avait adopté l'approche common law. Nous considérons donc qu'on ne peut pas se référer à un parallèle avec l'affaire Routot. Et dans notre espèce, l'accusation fait valoir qu'il n'y a pas eu de circonstances exceptionnelles qui seraient identiques à Routot et Sand. Mais nous allons vous donner deux exemples qui contredisent. Donc, lorsqu'un témoin viva voce dit exactement le contraire de ce qu'il a dit dans sa déclaration antérieure. Et les éléments de preuve donc présentés ont contredit la théorie et la cause elle-même n'a pas tenu le choc, si je puis dire, lors de la présentation en prétoire. Alors, ce qui illustre le mieux le fait, c'est le témoignage de P0625, le premier témoin de l'intérieur. C'était sur certains points clés, surtout concernant le rôle allégué qu'aurait joué M. Blé Goudet lors de la crise, on voit bien que le témoignage en prétoire de P0625 est extrêmement différent de sa déclaration antérieure écrite. Par exemple, pour ce qui est du contenu de la réunion alléguée qui aurait eu lieu entre M. Blé Goudet et certains dirigeants des jeunes le 14 décembre 2010, le témoin P0625, lors du procès, a déclaré que le but de la réunion n'était absolument pas de parler de la marche du 16 décembre qui allait arriver et de sa répression. Nous pouvons vous citer la totalité de la transcription, T27, page 24, lignes 4 à 12. Donc, il s'agit donc du témoin P065 et de ce qu'il a dit. Voici ce qu'il a dit. Question de l'accusation. Et de quoi parliez-vous au cours de la réunion? Il a dit la réponse, ce n'était pas une réunion où on prenait des décisions. Donc, on a parlé de la marche? Réponse, non, pas précisément. C'était des informations générales sur tout ce qui se passait dans le pays. Donc, le témoin n'a eu aucun mal à se rappeler des sujets abordés lors de la réunion. Mais pourtant, l'accusation a décidé de lui présenter sa déclaration antérieure.
Je ne vais pas vous donner lecture du passage idoine, mais je vais vous donner la référence. Il s'agit de transcription T27, page 43 à 44. L'accusation souhaiterait que vous acceptiez ce qu'avait déclaré P0625 dans sa déclaration antérieure. Mais ce qu'il a dit au procès, sur ce point quand même essentiel, est au mieux ambigu, voire au pire contradictoire avec la thèse de l'accusation. Donc nous considérons que la Chambre ne devrait accorder aucun crédit à l'interprétation de l'accusation. J'ai un autre exemple à vous donner, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Il s'agit du témoin P0046. L'accusation, là encore, a dû lui présenter sa déclaration antérieure sur un point essentiel parce que lors de son témoignage oral, il ne disait pas la même chose. Donc, en conclusion, tout comme la décision dans l'affaire Routot, l'affaire de M. Blégoudet qui a été envoyée au procès par la chambre préliminaire était extrêmement différent de l'affaire que nous avons entendue lors de la présentation des moyens à charge de l'accusation. Et donc, nous considérons qu'en l'espèce, la Chambre devrait évaluer les éléments de preuve de façon qualitative, tout comme ça a été fait dans Routot. En se basant sur ce qu'on pourrait appeler des circonstances exceptionnelles. Maintenant, je vais vous parler toujours du critère d'examen avec certains exemples. Et nous voulons illustrer le fait que l'accusation parfois a demandé à la Chambre de faire des évaluations extrêmement larges sur la qualité des éléments de preuve. Mais l'accusation a demandé à votre Chambre de faire certains tests sur la qualité des preuves. Je vous donne deux exemples. L'accusation voudrait par exemple que vous fassiez un test de crédibilité à propos des témoignages des généraux des FDS ou des rapports de police qui sont au dossier. L'accusation déclare que les éléments de preuve apportés par ces généraux ne devraient pas être considérés comme crédibles lorsque, et je cite ici paragraphe de l'accusation, lorsqu'ils témoignent sur des éléments de preuve qui indiquent qu'ils étaient eux-mêmes complices. Il s'agit du paragraphe 65 de la réponse de l'accusation. Alors, la question qui se pose est la suivante. En quoi cela diffère-t-il de ce qu'il en est de P435? Ce témoin était aussi impliqué dans certains actes, et cela a été abordé à huis clos, donc on ne va pas en parler. Mais pourquoi donc pouvoir compter sur 435 si vous ne pouvez pas compter sur les généraux en revanche? Parce que de l'avis de l'accusation, ces généraux étaient déjà complices en ce qui concerne certaines actions commises lors de la crise. Autre exemple, l'accusation présente aussi des arguments en ce qui concerne P0009. L'accusation dit qu'il faut faire très attention à son témoignage, au paragraphe 67-68 de sa réponse, surtout en ce qui concerne la deuxième réquisition en janvier 2011. Selon l'accusation, il s'agit d'une
tentative au vu uniquement de ne pas se voir impliqué dans le recours aux forces armées. D'après nous, encore, l'accusation vous demande d'évaluer la crédibilité de cette personne. Et maintenant, parlons de l'utilisation des rapports de police. Là encore, au paragraphe 81-82 de sa réponse, l'accusation vous demande de faire des évaluations qualitatives de certains rapports de police. Et notre réponse est très claire. Nous considérons qu'il s'agit d'une utilisation arbitraire de ce type d'éléments de preuve dans le cadre de notre requête en NCTA. Alors, à la page 30, ligne 6, 16 de T221, l'accusation fait valoir que la Chambre dispose de toute discrétion nécessaire pour utiliser les parties crédibles et dignes de confiance du rapport de police et écarter d'un revers de main toute information non fiable. Et l'accusation donc considère que les informations exculpatoires portant sur les actions de la police doivent être examinées avec beaucoup de prudence. Mais comment faire cela si vous ne cherchez pas quelle est la crédibilité de ces éléments de preuve? Donc nous considérons que cette approche arbitraire du bureau du procureur sape ses propres arguments. Et l'accusation d'ailleurs essaye avec beaucoup de difficulté de démontrer quel est le manque de fiabilité de certains rapports de police, comme le CIV, OTP 0045 0729. L'accusation, au paragraphe 571 de sa réponse, fait valoir que ce rapport n'est pas un rapport qui a été écrit à l'époque des événements. Et déclare même que le rédacteur, lorsqu'il a rédigé ce rapport, avait pour motivation de mentir. Mais en suggérant cela, on vous demande d'appliquer un test concernant la qualité même de cet élément de preuve. Donc l'accusation ne peut pas quand même avoir le beurre et l'argent du beurre, ce n'est pas possible. On ne peut pas demander à la Chambre de ne faire des évaluations de la qualité des éléments de preuve qu'en ce qui concerne les pièces exculpatoires et qu'en ce qui concerne les éléments qui incriminent le suspect, là la Chambre devrait donner un crédit total aux éléments de preuve présentés par l'accusation. Nous considérons que ce type de logique n'a pas été accepté par le juge Framer au paragraphe 146 de son opinion dans la fameuse décision Routot si connue. Alors pour ce qu'il en est de ce test, en ce qui nous concerne, nous considérons que l'accusation a essayé de convaincre la Chambre qu'elle ne devait pas appliquer ce test sur la qualité en se basant sur l'existence de l'article 61 du statut. C'est-à-dire le fait que les droits de l'accusé sont garantis par le truchement de l'audience de confirmation des charges. Et donc, toujours T221, page 13, ligne 17 à 24. C'était un argument présenté par M. Stewart. Or, le fait que notre procédure inclut une confirmation des charges devrait-elle modifier l'analyse que nous venons de faire de la procédure? Eh bien, pas du tout. Il est facile de prouver cela. En effet, lors de la confirmation des charges et de la décision qui s'en est suivie, la Chambre préliminaire, en ce qui concerne l'affaire Blé Goudet, ne disposait pas des éléments de preuve dont vous disposez maintenant.
Et nous venons de nous donner des exemples à propos de ces différents types d'éléments de preuve, de la différente nature des éléments de preuve lorsqu'on est à l'étape préliminaire et lorsqu'on est à l'étape de première instance. Donc, l'accusation vous a présenté en fait des déclarations, enfin a présenté à la chambre préliminaire des déclarations non testées qui peuvent être très différentes des témoignages viva voce que l'on a en prétoire. Je viens d'ailleurs de vous présenter certains exemples à ce propos en l'affaire Blegoudé. Et la preuve que l'accusation se trompe lorsqu'elle déclare que l'article 61 permet de justifier cette autre approche est le fait que l'accusation de son propre chef a déclaré qu'elle voulait bien abandonner les charges pour les incidents 3 et 4. C'est un exemple frappant qui montre que bien qu'il y ait eu une procédure de confirmation des charges, la procédure de requête aux fins d'abandon des charges pour insuffisance de moyens est tout à fait justifiée dans le contexte de la procédure courante ici à la CPI. Le fait que l'accusation n'est pas contre l'abandon des charges en ce qui concerne les incidents 3 et 4 dans l'affaire Blegoudé prouve que vous ne pouvez absolument pas vous passer d'une évaluation de la qualité des preuves si les incidents 3 et 4 doivent être ainsi abandonnés. L'accusation déclare que cela ne modifiera ni ses éléments de preuve, ni sa thèse, mais nous faisons valoir que cela modifie totalement les éléments de preuve qui vous sont présentés. Et maintenant, nous allons parler d'autre chose, puisque nous avons terminé notre examen, justement du critère d'examen, et nous allons maintenant parler plutôt de la qualité et de la quantité des éléments de preuve présentés par l'accusation. Alors, première question. L'accusation a-t-elle présenté des éléments de preuve concluants qui prouvent sa thèse? Réponse, non. Et c'est particulièrement visible en ce qui concerne son témoin principal, P0435. Où en sommes-nous là? Au paragraphe 135 à 180 de sa réponse, le procureur donne le nom d'à peu près 20 personnes pour que la Chambre croit que les allégations de P035 sont corroborées par d'autres sources. Ici, le sujet est la création de la GPP, qui serait le bras armé de la galaxie patriotique. Et le fait que le GPP aurait été formé dans des bases clandestines, etc., etc. Bon, Monsieur Bougnon va parler de témoin P435 en détail lundi prochain. Mais, pour que vous compreniez bien ce que nous voulons dire, nous aimerions que vous gardiez à l'esprit la chose suivante. Au paragraphe 135 de sa réponse, l'accusation dit que la création formelle et officielle du GPP a eu lieu en 2003. Ça a été créé par une personne appelée Charles Crohuguet, Moussen Zeguet Touré et, soi-disant, un ancien membre des Fesquis extrêmement connu, Eugène Duet, et Charles Blegoudé. Or, aucune de ces personnes n'a été citée par l'accusation. Aucune. Et pourquoi donc? Alors qu'ils sont pourtant importants pour bien articuler la thèse de l'accusation. Non, ils n'ont pas été cités à la barre pour témoigner et étayer la théorie de l'accusation. Non, non, l'accusation a préféré se baser sur les travaux universitaires et sur le témoignage d'un seul témoin, qui d'ailleurs n'était pas un témoin direct, mais une personne qui avait interviewé plusieurs personnes
Donc ce témoin n'a donné aucune information directe. Cela dit, je tiens aussi à dire que ces éléments n'ont jamais impliqué M. Blégoudet dans la création des GPP. Mais Maître Bougnon va nous en parler lundi. Mais ce qui est frappant, c'est qu'alors que les allégations de P035, d'après l'accusation, devaient être crues, eh bien, l'accusation n'a pas cité ces personnes. Et nous avons trouvé une liste de à peu près 21 personnes identifiées par la défense qu'utilise l'accusation pour essayer de faire croire que les allégations de P035 sont corroborées par d'autres. Donc il y a 21 noms dans la réponse. Or, de l'avis de la défense, si l'accusation ne cite pas ces personnes en prétoire pour qu'on puisse leur poser des questions, et je parle ici des 21 personnes mentionnées dans cette déclaration de témoin, et je vous rappelle que l'accusation n'a appelé aucune de ces 21 personnes, alors l'accusation ne peut pas ensuite, en fin de compte, dire le simple nom que le témoin ait parlé de ces 21 personnes, il y a corroboration. Donc d'après nous, ce n'est pas comme ça que l'on bâtit une théorie. Maintenant, parlons de la nature même des éléments de preuve et des types d'éléments de preuve présentés devant vous pour étayer la théorie de l'accusation. Eh bien, cela se base sur ce qu'on appelle 20 incidents contextuels. Or, lorsque l'accusation a parlé de ces éléments de contexte de l'article 7, voici ce que l'accusation déclare. T221, 1er octobre, page 70, ligne 22 à 24. Et je cite, il s'agit de l'accusation. Les rapports de l'UNOCI contiennent en effet des éléments de preuve obtenus par OUI-DIR, mais la méthodologie utilisée pour la collecte de cette information garantit un degré suffisant de fiabilité. Fin de citation. Donc, voici ce que nous avons à dire à ce propos. C'est bien joli de parler d'une méthodologie, mais quelle est cette méthodologie? S'agit-il d'une méthodologie accréditée auprès d'une organisation internationale? On ne nous donne aucune information sur la méthodologie utilisée. Ensuite, bon, imaginons quand même qu'il y ait bel et bien une méthodologie sous-jacente à ces rapports. Ce n'est pas uniquement parce que l'on applique une méthodologie que l'on peut automatiquement avoir une fiabilité à 100%. Il faut quand même analyser les sources qui sont sous-jacentes à la méthodologie. Une méthodologie en tant que telle ne sert à rien si on ne sait pas quelles sont les sources utilisées pour inventer la méthodologie. Et c'est là, justement, où l'accusation ne nous dit rien. Quelles sont les sources qui sont utilisées dans ces rapports? Eh bien, il y a à peu près 215 notes de bas de page dans le mémoire de l'accusation, citant des rapports d'ONG comme étant des éléments de preuve. Or, pour l'essentiel, ces rapports consistent principalement en éléments de preuve obtenus par OUI-DIR anonyme. Sur ces 215 notes de bas de page, il y en a 77 où il n'y a qu'une seule ONG ou qu'un seul document des Nations Unies qui est cité pour étayer une allégation. De plus, c'est toujours
la plupart du temps des oui-dire anonymes. Et sur ces 77 références, plus de 40 se basent sur du oui-dire anonyme, non fiable, qui, soi-disant, étaye les éléments contextuels des allégations de l'accusation. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, que la Cour fait toujours très attention à ce que l'on utilise trop les éléments de preuve obtenus par oui-dire anonyme. Et je vous rappellerai par exemple l'opinion des juges Vandenweigert et Morrison dans l'arrêt Bemba, dont Dov Jacobs a déjà parlé. Je ne vais pas les reprendre, vous connaissez ces références, mais au paragraphe 8 de l'opinion séparée des deux juges, Vandenweigert et Morrison, on peut lire leur opinion sur ce qui en est des éléments de preuve obtenus par oui-dire anonyme. Et je pense que vous devriez l'avoir à l'esprit, Madame, Messieurs les juges. En plus, maintenant, je pense qu'il faut faire une distinction entre les oui-dire et le oui-dire anonyme. Et les deux juges dont j'ai parlé y ont fait référence, paragraphe 64 de l'opinion séparée des juges Vandenweigert et Morrison, qui explique bien la différence entre ces deux types d'éléments de preuve, oui-dire et oui-dire anonyme. Et de plus, la présentation cumulative des éléments de preuve n'est pas acceptée par ces deux juges. Ils considèrent, donc dans le paragraphe 67, qu'il y a une illusion de corroboration et rien d'autre. Revenons-en à notre affaire. Nous considérons que ces principes ne sont pas suivis par l'accusation. Et nous considérons que la réponse de l'accusation à la deuxième question du juge Henderson le 3 octobre est importante. Le juge Henderson a posé deux questions. Et voici la réponse à la deuxième question. Réponse de l'accusation. Transcript T223, page 41, ligne 22 à 25 de la transcription anglaise. Notre réponse, et là je vous rappelle, c'est l'accusation qui parle. Monsieur le juge, au fin d'établir qu'il y a une attaque, vous n'avez pas besoin d'être convaincu indépendamment que chaque acte individuel a été commis. Il vous faut regarder ces éléments de preuve de façon cumulée pour déterminer s'il y a bel et bien eu une attaque. Alors notre réponse est la suivante. Du point de vue des éléments de preuve, il convient d'écarter ce type d'approche. Et pourquoi donc? Parce que si on fait cela, on ignore complètement la nature, la qualité et le type d'éléments de preuve qui est sous-jacent à chaque crime individuel. Imaginons que chaque crime ne soit étayé que par une source, soit incohérente, soit non digne de foi, soit insuffisante. Eh bien, si on utilisait l'argument de l'accusation, on pourrait tout simplement écarter ces preuves lacunaires et on ferait une petite somme mathématique, on cumulerait un petit peu les éléments, on les additionnerait les uns aux autres. Or, c'est justement ce que les juges Vandenweigert et Morrison ont critiqué fortement et vertement dans leur opinion séparée dans l'arrêt Bemba. Les éléments de preuve ne sont pas une affaire de mathématiques. Le droit n'est pas une affaire de mathématiques. Nous le savons bien. Ce qui est important, c'est la qualité même des éléments de preuve. Or, vous savez que sur ces 20 incidents contextuels, il n'y a à chaque fois, il n'y a jamais qu'un rapport des Nations Unies, qu'un rapport des ONG pour soutenir et pour étayer cette allégation. Et ces rapports ne peuvent absolument pas
être la solution aux éléments de preuve lacunaires qui soutiennent les éléments. Et pour répondre maintenant à la troisième question du juge Anderson, on peut appliquer la même logique. Il a posé la question pour savoir ce qui peut constituer un schéma de crime, afin d'écarter tous les crimes qui ne seraient pas dans ce schéma. Et la réponse, que l'on trouve au T223, page 42, lignes 7 à 9, transcription du 3 octobre, voici la réponse de l'accusation. On recherche s'il y a une cohérence en matière de comportement criminel général, sans s'attarder sur les petits détails de chaque inclus dans chaque agissement. Notre réponse est la suivante. Pour qu'il y ait cohérence, et pour établir qu'il y a une cohérence, il vous faut des éléments de preuve qui vont bien au-delà de simples déductions. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve et trouver que la solution est juste d'accumuler les éléments de preuve pour arriver à une conclusion de cohérence en matière de comportement criminel. En conclusion, nous considérons qu'en ce qui concerne les crimes qui auraient été commis, c'est-à-dire dans le cadre d'un schéma, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de répétition non accidentelle d'un comportement criminel qui est absolument essentiel pour avoir les éléments contextuels à l'article 7, nous considérons qu'il n'y a pas eu d'éléments de preuve prouvant cela dans notre affaire. Et maintenant, nous allons parler des sources sous-jacentes concernant ces crimes allégués, sur lesquelles se base l'accusation pour élaborer sa soi-disant schéma criminel. Nous allons vous montrer que cela est archi faux. S'agissant de la preuve documentaire, c'est-à-dire des rapports contenant des déclarations anonymes dont nous venons de parler, ce type d'élément de preuve a déjà été écarté, par exemple dans l'affaire Milosevic, où la Chambre de première instance a considéré également la nécessité de pouvoir vérifier si ce oui-dire est de première main et si l'impossibilité d'interroger l'auteur du rapport est importante. Voir le paragraphe 22 de la décision Milosevic, décision du 30 septembre 2002, présentée par le juge May d'Angleterre. Deuxièmement, le oui-dire anonyme lui-même. D'abord, la Chambre ne peut pas vérifier s'il s'agit d'un oui-dire de première main, de seconde main, de troisième main. La Chambre du TPY, dans l'affaire Milutovic, en évaluant le rapport de Human Rights, a constaté que la Chambre n'était pas en mesure d'apprécier la fiabilité des éléments présentés. C'est le paragraphe 21 de cette décision qui dit « La Chambre ne dispose pas d'éléments suffisants pour garantir la fiabilité générale des informations sur lesquelles ce rapport est fondé. » Madame, Messieurs les juges, nous allons maintenant vous montrer certains exemples du fait que l'accusation s'appuie de manière abusive sur ces rapports pour étayer des éléments clés
des éléments contextuels de cette affaire. Ce qui est frappant, c'est que l'accusation s'applique de manière prédominante sur du oui-dire anonyme, essentiellement des rapports d'ONG ou intergouvernementaux pour étayer les éléments contextuels de crimes contre l'humanité, notamment l'existence alléguée d'un comportement systématique impliquant la commission multiple de crimes contre une population civile. En l'espèce, Monsieur le Président, Monsieur le juge Anderson est déjà arrivé à cette conclusion dans son opinion dissidente du 19 juin 2018 en ce qui concerne la requête des représentants légaux des victimes en application des paragraphes 43 et 44 des lignes directrices sur le déroulement de la procédure, c'est-à-dire la liste de Nigériens qui auraient été tués en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale. Au paragraphe 47 de son opinion très instructive, le juge Anderson a conclu, et je cite, « Aucune chambre raisonnable ne pourrait jamais s'appuyer sur un oui-dire anonyme pour la simple raison qu'il est tout simplement impossible d'apprécier la crédibilité et la fiabilité de sa source. » Et nous pensons que cela devrait être également le cas ici. Pour illustrer la manière dont l'accusation s'est appuyée de manière excessive et abusive sur la preuve en oui-dire anonyme pour étayer ces éléments fondamentaux dans son affaire, la défense va donner 5 exemples pour montrer que les éléments contextuels des exigences du chapeau de l'article 7 sont basés sur ce genre de sources. D'abord, le paragraphe 155.13. Le 4 et 8 mars 2011, environ 150 jeunes pro-Gbagbo armés avec des machettes et des haches se sont introduits et ont pillé les étals de nombreux commerçants ouest-africains à Yopougon. C'est un des incidents. Monsieur le Président, si vous regardez la source à l'origine de cela, eh bien, ce sont des rapports des Nations Unies et de Human Rights Watch, ainsi que des rapports de la police. Mais si l'on regarde de plus près ces éléments de preuve cités par l'accusation, l'on se rend compte que cette allégation est quasiment un copier-coller d'une conclusion contenue dans le rapport de Human Rights Watch. Et les sources en sont entièrement anonymes et par conséquent inconnues à la Chambre et à la défense. Même les rapports de police et de l'UNOSI qui sont cités, qui eux-mêmes révèlent des questions de fiabilité significatives, ne correspondent pas à cette allégation. Par exemple, le rapport de Human Rights Watch fait mention de jeunes armés avec des machettes qui criaient des slogans, alors que les rapports des Nations Unies ou de la police ne font pas mention de ces jeunes armés criant des slogans. Ces rapports mentionnent simplement que des biens ont été dérobés des commerçants du marché et qu'il y a eu des plaintes qui ont été enregistrées à cet égard. Même si la Chambre était prête à faire des déductions multiples et à extrapoler à partir de cet élément de preuve, elle n'arriverait toujours pas à la conclusion que l'accusation souhaite lui voir tirer. Deuxième exemple, mémoire de l'accusation, paragraphe 155. Toujours les incidents contextuels. L'incident à Sikasso ou dans un quartier pro-Ouattara à Yopougon, un groupe de membres de milices armées aurait tué 6 personnes. Et un message aurait été laissé sur une des portes dans la cour communale. Plus de Sikasso, soit Gbagbo, soit rien. Eh bien, Monsieur le Président, ce dit incident ne s'appuie que sur
un rapport de l'ONUCI, de sa division droits de l'homme. Bien que le rapport indique que les conclusions soient fondées sur les rapports du centre d'appel et sur des enquêtes, les sources de cette division sont totalement anonymes et également invérifiables. Le rapport lui-même reconnaît que plusieurs des témoins et des victimes rencontrés n'ont pas pu apporter suffisamment d'éléments de preuve pour étayer leurs allégations. Troisièmement, même chose pour l'incident contextuel allégué du 11 avril 2011, selon lequel la GR aurait tiré une roquette sur une boulangerie à Trècheville qui a tué 7 personnes, y compris un ressortissant malien. Mémoire de l'accusation, paragraphe 155, exemple 13. La Chambre remarquera que cet incident s'appuie totalement sur 2 rapports des Nations Unies ainsi que sur un rapport d'une ONG, Conseil des Maliens, et consiste essentiellement d'éléments de preuve, oui dire, anonymes. Un quatrième et le dernier exemple pour vous montrer que les attaques ont été menées en application d'une politique et suivait un certain schéma. L'accusation prétend, par exemple, qu'à Abidjan, à Yopougon notamment, certaines maisons étaient marquées d'une croix ou d'une lettre B. Il s'agit du paragraphe 164 du mémoire de l'accusation. Et on ne s'appuie là que sur 2 rapports des Nations Unies. Monsieur le Président, vous venez de voir 5 exemples, et je pourrais en donner bien d'autres, 5 exemples des très nombreux exemples qui existent, pour vous montrer que pour ce qui est des éléments contextuels, article 7, eh bien l'on se fonde essentiellement sur des rapports par oui-dire anonymes. Au paragraphe 134 de notre requête aux fins d'acquittement, et également dans des observations précédentes que nous avions présentées à la Cour, ce oui-dire anonyme fait que la Chambre ne peut pas tester la crédibilité de ces éléments de preuve, mais en plus introduit le risque de l'illusion de corroboration, comme disent les juges Van Wangert et Morrison. Même pour des rapports qui contiennent des déclarations faites par des sources identifiées, même pour ces rapports, ces sources n'ont pas pu être testées devant la Chambre. Ils n'ont pas été mis à l'épreuve au cours de ce procès et par conséquent, leur crédibilité n'a pas pu être testée par la défense non plus. Vous vous souviendrez peut-être que pendant le contre-interrogatoire ou l'interrogatoire du témoin P. 414, un ancien responsable de droits de l'homme, la défense a pu révéler et faire apparaître le manque de crédibilité de ces rapports de centre d'appel. Une autre source citée pour les éléments contextuels et qui sont résumés dans plusieurs arguments. Je vais donner quelques exemples. Le témoin 414 reconnaît qu'elle n'a pas été en mesure d'authentifier les documents qui lui ont été montrés dans la salle d'audience, car elle ne les avait pas rédigés. Même l'accusation a reconnu qu'elle ne pouvait lui demander d'authentifier ces documents. Deuxièmement, le même témoin a reconnu que pendant la crise post-électorale, le centre d'appel avait pu faire l'objet ou avait pu devenir un outil de propagande par justement les personnes qui l'appelaient. Il s'agit de la transcription T74, page 75-76 de la transcription française. Troisièmement, le témoin 414 a déposé pour dire que les centres d'appel n'avaient aucun moyen de vérifier l'identité
des personnes qui appelaient ou de vérifier l'endroit dont venait l'appel, qui pouvait venir de n'importe où. Transcription T74, la version française. Le témoin reconnaît devant la Chambre que lorsqu'une personne est mentionnée comme un agresseur, cette personne était automatiquement considérée comme étant l'auteur allégué sans aucune vérification. Elle a confirmé que l'information transmise à l'ONUCI était fondée sur leur propre ressenti. Transcript, page 76. Transcript 76, corrige l'interprète, page 50. Et ce témoin a dit devant la Cour, cinquièmement, Monsieur le Président, que la Cour a dit à la Cour que les centres d'appel n'avaient aucun moyen de retracer la provenance de ces appels et qu'à sa connaissance, aucune mesure n'avait été prise pour vérifier la source de ces appels. Et il s'agit de la transcription en français, page 78, transcription T74. En conclusion, aucune chambre de première instance raisonnable ne pourrait s'appuyer sur de tels rapports. Ensuite, les rapports de la police. Autre type d'éléments de preuve, et on parle de la qualité, également de la quantité des éléments de preuve. Au paragraphe 81 et 82 de la réponse de l'accusation, qui dit, et nous l'avons déjà cité précédemment, la Chambre doit être très prudente lorsqu'elle examine ces rapports qui contiennent peut-être des éléments de preuve à décharge, extrêmement prudente selon l'accusation. Notre réponse, eh bien, Monsieur le Président, une telle approche est non seulement intéressée, mais également subjective et aussi parcellaire. Au cours du contre-interrogatoire de P0046, par le biais duquel l'accusation a introduit un grand nombre de ses rapports de police, nous avons, en tant que défense, mis en lumière la distinction, c'était Maître Bougnon qui procédait à l'interrogatoire, la distinction entre les rapports de police et les enquêtes de police. Vous vous souviendrez peut-être de cette distinction. Les témoins disaient clairement qu'une enquête de police ne sous-tend pas nécessairement un rapport de police. Par conséquent, le rapport de police n'a aucune influence sur aucun type d'enquête sérieuse. Le témoin a expliqué que sur la base des rapports de police, alors on pourrait éventuellement entamer une enquête, mais pas forcément. Par conséquent, il est apparu de la déposition du P0046, transcription française 128, que les éléments d'information contenus dans les rapports de police s'agissant des auteurs allégués n'étaient pas vérifiés et constituaient une preuve par oui-dire sur la base d'informations non vérifiées. Par exemple, P0046 a déclaré que pour identifier les manifestants, il n'y avait pas de critères établis et que des conclusions étaient tirées sur la base, simplement sur la base de l'identification même des manifestants, de leur affiliation. Monsieur le Président, nous pouvons être d'accord avec l'accusation pour dire que les rapports de police devraient toujours être pris en compte avec circonscription, mais l'exclusion sélective de certains rapports, simplement sur la base du fait qu'ils pourraient être à décharge pour les officiers de police et que par conséquent qu'ils sont biaisés et non fiables, c'est inacceptable en termes de procédure criminelle. Si ces rapports doivent être abordés avec circonspection, c'est justement parce qu'ils contiennent là beaucoup d'éléments de preuve par oui-dire et l'information contenue n'est pas vérifiée, comme cela a été reconnu par ce témoin
lui-même. Par conséquent, ces rapports doivent être évalués au cas par cas. Par exemple, est-ce que un rapport de police particulier a décrit une information de première main qu'un officier a vue de ses propres yeux, ou bien est-ce que le rapport décrit des informations qui ont été fournies par une autre source? Ce sont des questions qui sont bien entendu pertinentes. Mais on ne peut pas dire dès l'abord que puisqu'un rapport peut être à décharge pour la police, il doit être exclu a priori. Lorsque nous examinons la nature des éléments de preuve de l'accusation, il est également important d'observer qu'au-delà des éléments de preuve anonymes par oui-dire sur lesquels s'appuie l'accusation dans différents rapports d'ONG, elle s'appuie également largement sur le oui-dire et le oui-dire anonyme dérivant de déclarations de témoins, pas seulement de rapports. Et notre réponse à cela est la suivante. Dans Routot, le juge Frémeur a rejeté, ou en tout cas a appelé à la prudence par rapport à l'utilisation de certaines déclarations de témoins sur la base du fait qu'ils étaient constitués essentiellement de oui-dire, de double oui-dire ou de oui-dire anonyme. Paragraphes 41, 52, 72, 75, 78 et 107 de son opinion. Je vais maintenant vous donner 3 exemples, Monsieur le Président, de la manière dont l'accusation s'appuie sur un oui-dire anonyme qui est également en partie soulevé dans notre requête. Par exemple, pour soutenir l'allégation que des membres de milices avaient ciblé des maisons d'Youla qu'ils avaient préalablement identifiées, l'accusation s'appuie pour cela sur 3 témoins. Et si vous regardez de plus près les déclarations, ce sont des déclarations donnant une opinion, du oui-dire, et en plus un oui-dire anonyme. On peut trouver cela en détail dans notre requête aux fins d'acquittement, paragraphes 110-112. Le témoin P0404 a déclaré que l'information qu'elle avait fournie était fondée sur ce qu'elle avait entendu dans le quartier, ce qui constitue tout à fait clairement une preuve par oui-dire. L'accusation s'appuie également sur un autre témoin, P0185, que nous n'allons pas citer. Ce témoin n'a fourni aucun élément objectif pour étayer sa déposition sur ce point particulier. Un deuxième exemple, en ce qui concerne l'accusation que M. Blégoudet serait le chef reconnu de la galaxie patriotique. Qui serait une coalition de jeunes armés et non armés pro-Gbagbo. L'accusation s'appuie sur le témoin de P0449 qui a mentionné une réunion qui a eu lieu à la cité universitaire de Cocody. Au cours de cette assemblée, M. Blégoudet aurait été désigné comme chef de la galaxie patriotique. Eh bien, ce type d'information c'est une preuve par oui-dire, puisque ce témoin P0449 n'était pas présent à la réunion et il a appris cela par le biais d'une source anonyme. Troisième exemple, s'agissant du cercle d'initiés, du contrôle du cercle initié sur les mercenaires, en particulier en ce qui concerne le soutien financier. Le seul élément de preuve cité par l'accusation est que P0435, qui consiste complètement en preuve par oui-dire, eh bien, ce témoin mentionne sa source, une personne du nom de Charles, et qu'il travaille pour la garde républicaine. Néanmoins, aucune information supplémentaire n'est fournie à la Chambre. Et donc,
personne au sein de ce prétoire n'est en mesure d'évaluer la crédibilité et la fiabilité de cet élément d'information allégué. En outre, cette source, ce Charles, n'a pas précisé le montant qui aurait été donné par Charles Blégoudet, et M. 0435 a obtenu cette information qu'il affirme auprès de combattants libériens qu'il avait rencontrés. Mais il n'a pas pu donner le nom d'aucun d'entre eux ou n'a pas pu donner d'informations spécifiques à la Chambre. Ceci est clairement une preuve, par oui dire, anonyme sur lequel on ne saurait s'appuyer. Maître Gougnon développera cela lundi. Mais ces exemples montrent clairement la manière dont l'accusation a bâti sa cause. J'en arrive maintenant à la conclusion de cette partie de ma présentation. Alors, il faut faire une distinction entre le oui-dire, où la source est connue, et même là, il faut faire preuve de prudence, et une preuve par oui-dire anonyme qui est totalement non fiable et que la jurisprudence exclut totalement. Et également, pour ce qui est du fait d'étayer ce que l'on appelle les éléments contextuels, article 7. Ensuite, l'utilisation d'éléments de preuve par oui-dire anonyme au stade préliminaire qu'il faut distinguer du stade de première instance. Mais il est évident que là, le seuil de la preuve est bien plus élevé lorsqu'on est en première instance. Donc, en l'espèce, en ce moment, puisque nous sommes à cette requête aux fins d'acquittement, tout élément de preuve obtenu par oui-dire anonyme ne devrait tout simplement pas être pris en compte. Ensuite, troisièmement, il pourrait y avoir plusieurs sources anonymes, comme par exemple le P0369, sur lequel vous avez déjà rendu votre décision d'ailleurs. Et donc, l'important là n'est pas d'établir quelle est la source. Le fait qu'il y ait plusieurs sources n'a aucune pertinence quant à la conclusion qui est que on ne peut pas additionner des sources anonymes pour arriver à quelque chose qui est un poids. La majorité de cette Chambre, d'ailleurs, lorsqu'elle a dû prendre sa décision sur P0369, qui ne pouvait pas témoigner sur des faits parce qu'il en avait entendu parler uniquement par des sources anonymes, va justement dans ce sens. Un grand nombre de sources anonymes cumulées n'augmente absolument pas le poids total de la preuve. En effet, la Chambre n'a aucun moyen indépendant d'évaluer la crédibilité de ces sources. Et d'ailleurs, les juges Vandenweigert et Morrison ont utilisé exactement les mêmes raisonnements dans leur opinion séparée. Alors pour l'affaire de Charles Blégoudet, nous considérons qu'il convient de tirer les trois conclusions suivantes. Sur ce point, en tout cas. Nous vous avons bien montré que sur les 20 soi-disant incidents contextuels qui restent, et qui, selon l'accusation, seraient les exigences de chapeau de l'article 7, bien plus de 70% de ces incidents sont basés uniquement sur des rapports des ONG ou des Nations Unies qui, là, pour l'essentiel, sont basés sur des oui-dire anonymes. Deuxièmement, ce type d'éléments de preuve, comme nous l'avons montré, deuxièmement, donc, comme nous l'avons montré, l'accusation n'a pas réussi à trouver le lien
entre ces preuves et les éléments contextuels essentiels. Ils n'ont pas réussi à relier tout cela à M. Blégoudet, pourtant essentiel pour arriver à avoir une condamnation sur la base de l'article 7. Ensuite, ce type d'éléments de preuve est tout simplement incroyable. Incroyable pour essayer de prouver qu'il y a une tendance, mais aussi totalement incroyable pour prouver que différents événements, différents éléments ont eu lieu à plusieurs reprises de la même manière, ce qui est pourtant essentiel si l'on veut prouver quoi que ce soit, comme l'a dit d'ailleurs le juge Fremer dans son paragraphe 112 de son opinion dans l'affaire Routot. Donc, en conclusion, les allégations de l'accusation en ce qui concerne donc les éléments contextuels de l'article 7 ne sont basés que sur des éléments de oui-dire anonymes et devraient donc être rejetés. Et donc les éléments nécessaires pour toute allégation de crime contre l'humanité n'existent plus. Il n'y a donc aucun lien non plus permettant de relier M. Charles Blégoudet avec un éventuel plan commun ou un cercle d'initiés, ou un premier cercle. Et maintenant, puisque nous parlons encore de la qualité, de la nature des éléments de preuve, parlons maintenant un petit peu des éléments de preuve criminalistiques ou médico-légaux. Et surtout de leur manque de qualité. Donc, dans ces présentations à l'oral, lorsqu'elle devait parler des éléments de preuve médico-légales, l'accusation s'est principalement basée sur ce qu'avait dit l'expert médico-légal P0564. L'accusation a d'ailleurs concédé que le témoin n'avait pas réussi à trouver de conclusion en ce qui concerne la cause de la mort pour 19 personnes, en ne procédant qu'à une examination externe, et ce pour différentes raisons. Et donc, il s'agit de la transcription T221, 1er octobre, page 48, ligne 9 et suite, à page 49, ligne 1 et 3, page 50, ligne 13 à 25. Vous trouverez donc la réponse donnée par l'expert. Et en fait, l'accusation n'a pas vraiment repris les propos de P564 dans ses arguments présentés par oral. Et vous d'ailleurs le trouverez dans notre paragraphe 461, notre requête aux fins d'acquittement. Puis P0564 a déclaré, et je cite, « Je n'étais pas en mesure de dire à quel incident on pouvait relier cette mort. Pas d'incident précis, à part le fait que, etc., etc. » Fin de citation. Donc, l'accusation n'a donné aucun élément de preuve permettant d'exclure une possibilité fort réelle, qui ne peut même pas être écartée en parlant de déduction impérieuse, que ces personnes qui l'on a trouvées soit blessées, soit mortes, avaient été touchées par des agissements qui étaient en dehors des 5 incidents ou même des 20 incidents chapeaux. D'après l'accusation, il s'agit d'une déduction raisonnable. Mais nous savons bien que cela doit non pas être une déduction raisonnable, mais ça doit être la seule déduction raisonnable en l'espèce. Ensuite, deuxièmement, lors de notre contre-interrogatoire, nous avons présenté à ce témoin un document publié par 3 médecins qui avaient donc travaillé à l'université de Beyrouth et qui avaient étudié donc les blessures par balle de 299 patients qui avaient été donc blessés lors de la guerre civile au Liban. Et vous vous souviendrez sans doute que j'ai posé des questions à cette personne en disant qu'il y a donc des différences en matière de blessures lorsque l'on utilise des balles à haute énergie par rapport à des éclats d'obus. Les blessures sont différentes. Or, le témoin P564
qui visiblement en plus ne connaissait pas la publication Gorgui et al. Dont je vais parler, n'a pas pu faire un lien entre la blessure même et le type de projectile. Voici ce qu'elle a dit. Elle a dit que son équipe et elle n'avaient pas vraiment parlé du type de projectile parce que on effectuait un examen externe du corps et elle a dit qu'il s'agissait d'un projectile venant d'une arme à feu. Mais donc nous ne savons absolument pas quelle était la nature du projectile en question. Alors, quelle est la pertinence aujourd'hui? Eh bien, la réponse de P564 montre bien que les éléments de preuve n'arrivent pas à exclure une possibilité pourtant fort réelle, qui est que les blessures dont l'accusation parle auraient été infligées en dehors des 5 incidents ou des 20 incidents en chapeau, et que ces blessures pourraient très bien être attribuées à différents groupes, différents individus et certainement pas à ceux qui faisaient partie du premier cercle. Et la conclusion de l'accusation n'est pas la seule déduction raisonnable. C'en est une parmi d'autres uniquement. Or, le fait on sait juste qu'il y a eu des blessures par balle suite à des tirs par arme à feu. On ne sait pas quelle arme à feu. On ne connaît pas le calibre. Or, pourtant, ce serait fort pertinent pour savoir exactement quel est le traumatisme qui a été infligé. Et c'est absolument essentiel pour en arriver à avoir des éléments de preuve, mais expliquant quel est le lien entre le projectile et l'incident. On a juste des vagues conclusions, ce qui ne suffit pas pour obtenir une condamnation. L'accusation, d'ailleurs, lors de ses arguments présentés le 1er octobre, transcriptés 221, page 40, lignes 20 à 22, en parlant du 3e incident, a dit, et je cite, « Il y a eu des blessures par balle, rien d'autre. » Ce qui signifie que l'accusation n'a jamais réussi à dire quel type d'arme avait été utilisée. Donc le dossier est totalement vide en ce qui concerne les éléments de preuve médico-légaux. Alors, vous connaissez bien sûr l'arrêt Oric du tribunal pour la Yougoslavie qui déclare que, d'ailleurs l'équipe Bimbo en a déjà parlé, à propos de la chaîne de possession des éléments de preuve. Alors, je répondrai moi aussi à cette question. Les normes en matière de preuves médico-légales ne font pas la différence entre le type de procès. On ne peut pas dire « Oh, parce que c'est un crime ordinaire », les règles en ce qui concerne les preuves médico-légales seront très strictes, alors que quand on est lors de cas d'un conflit armé, on peut être beaucoup plus tolérant et ne pas utiliser tout à fait les mêmes règles médico-légales. Ce n'est pas ainsi que cela marche. Et lorsque les charges reprochées sont extrêmement graves, comme c'est dans l'espèce d'ailleurs, la justice même et le principe de justice devraient dicter que les normes en matière de preuves médico-légales devraient être encore plus strictes que pour un crime soi-disant normal. Et toute tolérance irait à l'encontre des intérêts de la justice. De plus, alors l'accusation semble dire que l'utilisation de balles réelles en tant que telle constitue ce fameux schéma qui va permettre ensuite d'établir le comportement. 1er octobre, T221, ligne 10 à 13. L'utilisation de balles réelles constitue un schéma identifiable. Ça, c'est ce que l'accusation semble nous dire. Et voici comment nous répondons. L'accusation a concédé qu'à partir de février 2011, certains quartiers d'Abidjan faisaient l'objet d'une guérilla et il y avait toutes sortes de groupes armés qui attaquaient. L'accusation est d'accord avec ce fait.
Mais on ne peut pas déduire de l'utilisation de balles réelles et d'autres armes dans ce type de circonstances que la seule déduction raisonnable que l'on puisse faire serait que le but principal de tout cela était de cibler la population civile. Ce n'est pas une déduction logique. Donc, nous considérons que les éléments de preuve médico-légales fournis par l'accusation, dans leur ensemble, ne sont pas convaincants, sont contradictoires, ne sont même pas dignes de foi. D'ailleurs, pour citer une cour d'appel, la cour d'appel d'ailleurs d'Angleterre et du Pays de Galles, donc ils ne permettent absolument pas à toute chambre raisonnable de conclure à une condamnation. Alors, j'ai plus beaucoup de temps, mais pour ce qui est de la corroboration en matière médico-légale, l'accusation semble dire que les dégâts infligés au marché d'Abobo se voyaient encore 2 ans après l'incident. Alors, d'après eux, c'est une corroboration. Bon, je ne veux pas manquer de respect à mes contradicteurs, mais le fait de dire que 2 ans après une attaque qui aurait eu lieu sur ce marché, on voit encore les traces alléguées, permet d'établir le lien entre les dégâts et l'incident. Non, il y a quand même des preuves, enfin, il y a des méthodes médico-légales et criminalistiques pour faire cela. Deuxièmement, le témoin P606, l'expert de la garde civile espagnol qui a témoigné le 30 mars 2017, transcription 163, a été requis aux fins d'authentifier une vidéo du 3 mars 2011, l'incident du 3 mars 2011, qui aurait été enregistré par P114. Et alors, on lui a posé des questions sur la théorie de la base. On lui a demandé s'il avait utilisé cette théorie. Et la réponse, vous vous en souvenez sans doute, c'est qu'il ne connaissait même pas cette théorie scientifique de base, qui est pourtant maintenant extrêmement courante en criminalistique. Tout expert en criminalistique la connaît et l'utilise. Donc, il s'agit de quelques exemples qui vous montrent bien que l'accusation déclare qu'il existe une relation de cause entre certains éléments qui sont apportés par des photographies et un incident spécifique. Mais c'est uniquement se basant sur une hypothèse et rien d'autre. Et maintenant, pour un dernier exemple, je vais vous demander de passer à huis clos partiel, car c'est un sujet qui a été abordé à huis clos partiel. Le président, Madame le greffier, veuillez s'il vous plaît passer à huis clos partiel.
En effet, le président, Maître Knobs, il me reste 9 minutes. We are back in open session. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique. Le président, Maître Knobs, vous avez encore 9 minutes. Maître Knobs, écoutez, si vous me permettez, j'ai 9 minutes, 6 pages, puis-je continuer? Le président, allez-y. Maître Knobs, nous allons maintenant parler des déductions de l'accusation et de notre réponse à ces déductions. Nous allons vous démontrer qu'il y a en effet un dossier vide parce que les déductions que l'accusation souhaiterait que vous fassiez ne sont pas les seules déductions raisonnables que l'on peut tirer à partir des éléments de preuve dont on dispose. La première question. Une déduction est-elle raisonnable en tant que telle? Si la réponse est oui, il faut poser une deuxième question. Une déduction raisonnable, telle qu'elle est présentée par l'une des parties, peut être raisonnable, mais ce n'est pas toujours la seule déduction raisonnable. Il y a beaucoup de scénarios qui sont probables. Et lorsqu'on a plusieurs scénarios probables, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. En matière donc médico-légale et de criminalistique, l'accusation et la défense présentent leurs propres hypothèses en se basant sur les mêmes éléments de preuve, et on en arrive bien sûr par l'analyse à des déductions différentes. Alors on pourrait dire, certes, de façon optionnelle, qu'une déduction raisonnable tirée par l'accusation n'est pas la seule que l'on puisse tirer, étant donné qu'il se pourrait très bien qu'il y ait une autre déduction tout aussi raisonnable, basée sur les mêmes éléments de preuve qui ne peuvent pas être exclus directement. Et les deux situations s'appliquent ici. L'accusation, les déductions de l'application ne sont pas raisonnables, et ensuite, même si elles l'étaient, ne sont pas les seules à être raisonnables. Le juge Henderson avait posé une question à l'accusation, d'ailleurs, au cours de la séance du 1er octobre, et je vais la citer. Alors, qu'avez-vous à dire à propos du cas où on peut tirer plusieurs déductions des faits qui ont bel et bien été établis? Réponse de M. Stewart, transcript 221, 1er octobre, page 15, ligne 23. Si l'une de ces déductions peut raisonnablement déboucher sur une condamnation, l'affaire doit se poursuivre, parce que vous n'en êtes pas encore à l'étape où vous êtes en train de peser la crédibilité et la fiabilité des éléments de preuve. Alors, notre réponse, nous considérons que l'accusation a tort. Cette réponse n'est pas la bonne. Cette réponse interprète de façon erronée la méthodologie que l'on doit appliquer lorsque l'on traite de déduction. Surtout lorsqu'il s'agit de faisceaux de preuves et uniquement de faisceaux de preuves. Sachez ce qui est d'ailleurs la base de ce qui est reproché à M. Blégoudet. Uniquement un faisceau et rien d'autre. Donc au paragraphe 48 de l'opinion au paragraphe 48 de l'opinion du juge Fremer dans l'affaire Routot, vous trouverez le test, et je cite, « Si différentes déductions raisonnables et autres peuvent être faites, qui indiqueraient éventuellement l'innocence de l'accusé ou au moins qui ne vont pas dans le sens de sa culpabilité, il convient de déclarer qu'il faut abandonner les charges. » Et il continue en disant « ça ne doit pas être la seule déduction raisonnable. Ça doit être, surprend l'interprète, la seule déduction raisonnable et pas une explication parmi d'autres. » Et vous l'avez donc au paragraphe 48 de l'opinion de la juge Prévert. Et la chambre d'appel au TPY a déclaré exactement la même chose dans son arrêt de la Litch. Paragraphe 458, voici ce qu'il est écrit. C'est d'ailleurs, cela rappelle parfaitement ce qu'a dit le juge Fremer. Si une autre conclusion qui est aussi raisonnable peut être déduite des éléments de preuve et qui va dans le sens de l'innocence de l'accusé, il faut acquitter.
Et vous trouverez ça au paragraphe 458 de l'arrêt Delalic. Et le précédent, cité par le juge Eboué Osuji au paragraphe 75 dans l'affaire Routo. Là encore, c'était une affaire britannique, Massey versus R, cour d'appel britannique et gallois. Même test là. Une cour raisonnable pourrait-elle exclure toute autre possibilité réaliste qui irait dans le sens de l'innocence de l'accusé? Donc en conclusion, nous considérons que l'accusation n'a pas bien répondu à la question du juge Anderson, n'a pas correctement cité la loi pour savoir si on peut tirer des déductions différentes de celles de l'accusation contre M. Blégoudet en ce moment, à cette étape du procès. Je vais vous donner quelques exemples d'ailleurs pour illustrer mon propos. Premier incident. Veuillez s'il vous plaît. L'accusation demande à la Chambre de déduire que suite à la réunion à l'hôtel de ville du 14 décembre 2010, les membres des Fesquis, avec des membres d'autres groupes de jeunes et d'autres milices, auraient commis des actes de violence contre des supporters pro-Ouattara. Mais ce n'est pas la seule déduction que l'on peut faire en se basant sur les éléments de preuve qui vous ont été présentés. Même si on déclare que l'accusation comprend correctement les faits, le fait qu'il y ait eu des... Même si on considère qu'il y a bel et bien eu des barrages routiers érigés pour arrêter la marche, il ne s'ensuit pas automatiquement qu'il y a eu des instructions données pour établir des barrages routiers et pour commettre des actes de violence à cet endroit-là. D'ailleurs, d'après le témoignage de P625, il nous a dit que l'érection de ces barrages routiers était une réaction spontanée de la population qui n'était pas d'accord avec ce qui se passait. Et le témoin P433 a d'ailleurs témoigné de la même manière. Ensuite, en ce qui concerne la responsabilité alléguée de M. Blégoudet pour ce qui est du deuxième incident, l'accusation vous demande de tirer des conclusions du fait de la proximité géographique et temporelle du discours de M. Blégoudet et des événements. Et M. Ndri va en parler d'ailleurs plus tard, parce qu'il y a des déductions tout aussi raisonnables qui peuvent être déduites. Et nous allons vous prouver d'ailleurs que la proximité géographique et temporelle n'est pas suffisante pour qu'il y ait une déduction unique. Ensuite, dernièrement, l'accusation semble dire que les violences au barrage routier ont perduré parce que M. Blégoudet n'a pas appelé à ce qu'on les démantèle. Mais même si M. Blégoudet n'a jamais dit qu'il fallait démanteler les barrages routiers, et nous en parlerons d'ailleurs la semaine prochaine, mais imaginons, pour la beauté de l'argument, qu'il n'ait pas demandé quoi que ce soit, dire que les barrages routiers ont perduré parce qu'ils n'avaient pas demandé qu'on les démantèle n'est pas suffisant. Parce que nous savons que ces barrages routiers ont été érigés de façon spontanée et non coordonnée. Il s'agit du témoignage P449, P176 et P0433. Il n'y a pas de lien entre ces incidents et la personne de M. Blégoudet. Et d'ailleurs, de toute façon, ériger un barrage routier, ce n'est pas la même chose que les crimes qui ont lieu sur ces barrages routiers. Le fait de faire une barricade, ce n'est pas criminel. M. Blégoudet a bel et bien condamné la violence, les rackets, la discrimination sur base ethnique, tout en disant aux gens qu'il fallait quand même qu'ils garantissent la sécurité de leur quartier. Nous allons en parler la semaine prochaine. De plus, ce n'est pas la seule déduction raisonnable que l'accusation voulait faire. Mais il n'y a aucun élément de
preuve, à part ce qu'a dit P440, pour établir que le fait que M. Blégoudet n'ait pas donné des instructions pour démanteler les barrages routiers serait la seule, et je répète, la seule raison qui aurait fait que cette violence ait perduré. On pourrait aussi penser que cette omission n'avait pas grand-chose à voir avec la violence qui a eu lieu au barrage routier. Donc, pendant tous ces arguments, l'accusation semble avoir dit que M. Blégoudet pouvait galvaniser les jeunes, les mobiliser. Et l'accusation a même admis qu'il avait fait un discours où il a demandé aux gens d'être très polis et très gentils au barrage routier. Et le fait que certaines personnes n'aient pas obéi à cela, d'après l'accusation, semble montre en tout cas pour ce qui concerne que M. Blégoudet ne pouvait pas galvaniser les mouvements de jeunes finalement. En ce qui concerne maintenant les attaques qui ont eu lieu à Mama Fataï et à Doucouré, l'accusation n'a rien présenté permettant de déduire que ceux qui avaient commis ces attaques étaient membres de groupes formés ou financés par M. Blégoudet. En effet, aucun de ces auteurs ne sont venus témoigner. Et de plus, aucun de ces auteurs n'arborait d'un signe distinctif. Donc l'accusation a utilisé les discours, les barrages routiers et le recrutement pour étayer sa théorie, et ce en faisant des déductions soi-disant raisonnables, puisqu'ils ont même concédé qu'il n'y avait aucun élément de preuve direct montrant que c'était du fait des discours de M. Blégoudet qu'il y avait eu violence. Et nous allons d'ailleurs vous référer au paragraphe 74 de l'opinion du juge Eboué Osuji. Je ne vais pas citer le paragraphe, mais je vais quand même en citer une partie. Apprécier correctement le point de droit signifie que, en ce qui concerne le droit sur les déductions, et dépend en fait de la valeur de la présomption d'innocence, ce qui signifie que l'interprétation de toute déduction qui doit être conduite par la présomption d'innocence crée un obstacle très élevé en matière d'éléments de preuve qui ne peut être surmonté par l'accusation que par la nature, la qualité et la cohérence de ces déductions qui doivent être de telle nature qu'elles sont impérieuses. Or, ce n'est clairement pas le cas en ce qui concerne les déductions que l'accusation souhaite que la Chambre tire en ce qui concerne M. Blégoudet. Ce qui justifie le fait que, sur ce point-là aussi, le dossier est vide. Je vous remercie. Nous avons donc terminé avec les 3 premières parties de nos arguments. Le Président, merci. Nous levons la séance. Nous reprendrons lundi à 9h30 pour la poursuite des observations de la défense de M. Blégoudet. Merci. Nous levons la séance jusqu'à lundi.